Je vous propose donc, nous avons un peu de temps, je vous propose donc de répondre aux questions. Qui a des questions à poser? Jacques. Une question à Philippe Domy. Merci d'abord pour ton intervention qui permet de repositiver certaines conceptions qu'on a de notre CHU et de notre structure d'organisation de la santé en France. Mais j'ai une question désagréable peut-être. Je peux me la permettre. J'ai lu récemment que le pourcentage d'administratifs dans les hôpitaux français était au-delà de 30%, alors que le chiffre moyen en Europe est de l'ordre de 20%. Alors je vais te décevoir, t'es pas désagréable. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on met sous les 32 ou 33% de... C'est un peu dit 33 docteurs, hein, sur les 33% de personnel administratif. Il faut prendre ce chiffre avec des pincettes, puisqu'il y a tous les secrétariats médicaux. Alors, si j'explique au professeur Touchon qu'on va réduire le personnel administratif et qu'en conséquence, plutôt que d'avoir 3 secrétaires, il n'en aura que 2 pour son pôle, je pense que tu n'aurais pas été satisfait. Pour autant, il y a trop de personnel administratif. Ça, c'est clair. Moi, quand j'ai pris mes fonctions à Montpellier, j'ai réduit l'équipe de direction du tiers sans que personne s'en aperçoive. Par exemple, il y a une dilution des processus de décision. Je dirais, plus il y a de monde, moins il y a d'efficience, moins il y a d'efficacité. C'est en circuit long décisionnel. Et donc des choses simples, pour être résolues, deviennent complexes, puisque chacun dans la chaîne de décision va vouloir exister, et pas forcément de manière positive. Donc il y a un enjeu, effectivement, de dégraisser le mammouth. Il faut dire les choses comme elles sont. Et alors là, l'intelligence artificielle, c'est quand même, sur les tâches administratives, c'est un boulevard. Et en plus de ça, l'intelligence artificielle ne va pas mettre artificiellement de l'intelligence dans le système. Ça sera de la vraie intelligence, hein, et plus efficace que la parcellisation des tâches. Et puis, je dirais, pour ceux qui accomplissent ces tâches, ça n'est pas particulièrement enthousiasmant. Donc, il y a un enjeu de repositionnement et de redéploiement des forces de travail. Et donc, les plans de formation, ils servent à ça. C'est-à-dire à permettre aux administratifs de changer de métier par une promotion de la qualification et aller vers des métiers soignants. On parle des coordonnateurs, de nécessité de coordination. Voilà un métier qui donne de l'intelligence au travail et qui pourrait très bien être assuré par des gens reconvertis dans des métiers nouveaux. Donc l'hôpital, il a une chance, puisqu'il a du personnel. Alors, au passage, hein, dans le système de santé, et plus particulièrement dans l'hôpital, tous les ans, il y a plus d'argent et il y a plus de postes de personnel. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout le personnel qu'on souhaiterait, puisqu'on a beaucoup de mal à recruter, notamment chez les personnels soignants, mais on n'est pas dans la pénurie. Si en plus de ça, on a une disponibilité de masse de travail qu'on peut reconvertir, c'est une capacité de rebond fantastique. C'est pour ça que je suis... 1, tu n'es pas désagréable, et 2, je suis optimiste. Et professeur, je partage. Il y a un item que je n'ai pas abordé, c'était l'intelligence artificielle, et c'est quasiment tout le monde a conclu avec. Est-ce que la profession d'infirmier à la question en a peur? Non, bien au contraire. Parce que ce que vous avez abordé sur comment demain on va pouvoir attirer, c'est le but, hein, il faut que je sois remplacé, vous aussi, d'autres professionnels. Et tous aujourd'hui nous disent, à flux constant, j'ai été formé pour faire du soin, in fine je fais autre chose. Imaginez un cuisinier qui est mis dans une grande cuisine et qui au final fait la vaisselle. Il vous dira, c'est pas pour ça que j'ai été formé, et vous amoindrissez mon art.
Et là où l'intelligence artificielle va avoir cette intelligence, c'est qu'on a énormément de frustration, en tout cas au niveau des infirmiers, sur la prise en charge holistique et la prévention qui est nécessaire à un système moins coûteux, et qu'on a une évaporation de la donnée. Et le recentrage à travers l'intelligence artificielle, l'aide à la décision, l'accompagnement, la réaffirmation de nos actions va être un bien extrêmement nécessaire, en tout cas de notre point de vue. On n'a absolument pas peur de l'IA à travers les soins qu'on réalisera. Pour rester sur ce sujet, je voudrais poser une question à Irène Georgescu. Est-ce que dans la mission que vous avez sur essayer de repenser le management hospitalier au niveau européen, cette notion de réduire les coûts et d'essayer par le management de prendre en compte des services de santé, des secteurs de santé qui sont actuellement dans un contexte financier difficile, c'est pas propre à la France, peut-être en France c'est particulièrement aigu à cause de la dette, mais c'est pas propre à la France, elle fait partie aussi des réflexions d'un management européen et des études que vous êtes en train de mener. Au niveau économique, ce que nous allons... En fait, on est un groupe avec 8 universités, 3 centres hospitaliers, dont le CHU de Montpellier, le CHU de Nîmes et Massachusetts General Hospital. Et on va regarder quel est le coût de l'action versus le coût de l'inaction. Autrement dit, si on ne met pas en place des dispositifs pour soutenir les professionnels de santé, on ne se centre que sur les médecins et les infirmiers. On est désolé, on n'a pas pu faire autrement quand on a proposé le projet, mais on peut tout à fait élargir à d'autres professionnels de santé. L'idée, c'est de démontrer qu'il faut, je dirais, investir pour mettre en place des dispositifs, pas que ces dispositifs qui ont été mis en place, ils sont très très bien, mais à nouveau, comme je disais, c'est une histoire de discours. C'est une histoire de... Le management, c'est aussi créer des discours. Donc, faire l'arbitrage entre le coût, finalement, d'une formation au management d'une certaine manière versus le coût aussi de cette absence de formation, c'est un élément qui sera évalué. Merci, Irène. D'autres questions ? Professeur Guerrier. Oui, je voudrais vous poser une question concernant les infirmières de pratique avancée qui sont formées outre-Atlantique. Je voudrais savoir quels sont le nombre d'années d'études qu'elles font en comparaison avec le programme actuel qu'ont les infirmières de pratique avancée en France. Parce qu'en fait, on a 3 niveaux sur les autres pays, l'infirmière praticienne, l'infirmière clinicienne et l'infirmière quasi-doctorante et chercheuse. Donc on a déjà, il nous manque en tout cas aujourd'hui une pièce à la fusée, hein, très honnêtement, parce qu'on a une vraie capacité de recherche hein, qui est quasi anecdotique au niveau de notre activité. Elle aura une plus-value globale dans le système de soins. Donc et puis, vous avez vu, 2019, c'était un métier nouveau, donc j'ai voulu recentrer sur le fait que c'était loin d'être un métier nouveau. Nonobstant, il faut qu'il ait la maturité suffisante pour qu'il soit lui-même force de proposition de son propre avenir. Et là, vous parlez de pays, en particulier au Québec ou autres, qui ont 20 ans en fait, d'avance sur ces sujets-là. Merci. Et je voudrais poser une deuxième question, ça c'est à M. Domi. Que pensez-vous de la différence des honoraires qui existent dans le personnel médical, soignant, dans le libéral et en centre hospitalier, qui fait qu'actuellement, un grand nombre de professeurs d'université qui travaillent dans les hôpitaux partent et vont dans des cliniques privées. Est-ce que c'est uniquement le problème du salaire ? Est-ce que c'est d'autres problèmes ? Mais il est certain qu'actuellement, il y a de plus en plus de difficultés pour arriver à recruter ces types de personnes indispensables au CHU. Alors, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que donc l'honoraire, c'est en libéral, en pratique libérale. À l'hôpital, c'est le salariat.
Il a existé à l'hôpital la rémunération au travers de ce qu'on appelait les masses d'honoraires, les masses de praticiens temps partiel et les honoraires de temps plein. C'est-à-dire que fictivement, on appliquait la cotation d'honoraires aux praticiens hospitaliers. Ça produisait une masse d'honoraires liés à l'activité produite. Et puis, on redistribuait, la rémunération salariale était directement contingente au niveau de la masse. Ce qui permettait à ceux qui travaillaient beaucoup d'être rémunérés plus que ceux qui travaillaient moins. Pour faire très simple, très très simple. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation cataclysmique si on considère qu'il y a un secteur concurrentiel libéral de l'hospitalisation privée par rapport à l'hôpital public. L'hôpital public est insusceptible de rivaliser sur les rémunérations du secteur libéral, de ce fait. Alors, comment s'en sortir? La parole est libre. La parole est totalement libre. Je suis détaché de mon ancien devoir de réserve. Je pense profondément qu'un des moyens de s'en sortir, c'est de... Tous les opérateurs de soins ont la garantie de la solvabilité de leur clientèle du fait de l'assurance maladie. Par conséquent, parce que 99,9% des patients sont couverts. Donc partant de là, il n'y a aucune raison d'avoir un dispositif juridique de gestion qui soit aussi différencié qu'aujourd'hui. D'un côté, des sociétés anonymes ou des établissements publics d'intérêt collectif qui sont comme des coopératives, un peu. Et puis de l'autre côté, l'hôpital public, parangon de ce que devrait être la modernité de l'hôpital, surtout le CHU, qui est un établissement public administratif, et rien que l'appellation, ça sent la naphtaline. Mais oui, on gouverne à coups de circulaire, et il est vrai que si on applique la réglementation à l'hôpital, l'hôpital arrête de fonctionner. On en est là aujourd'hui, d'asphyxie institutionnelle. Donc, la vraie réforme du système de santé, selon moi, c'est qu'il y a un statut unique d'établissement, et par contrat, les opérateurs qui veulent faire des activités de service public avec les obligations qui vont avec, eh bien, lèvent le doigt, passent le contrat et bénéficient d'une rémunération de ces activités de service public, à égalité de droits et de devoirs avec les hôpitaux publics qui, eux, ont l'obligation d'assurer ces... Mais le mode de rémunération forfaitaire serait le même. Et tout le reste, on fait une cotation à l'honoraire avec des masses d'honoraires à l'hôpital, la rémunération à l'honoraire pour le secteur privé, étant entendu que c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'hôpital. Il y a la clinique en tant que telle, il y a les sociétés civiles professionnelles à l'intérieur de la clinique, etc. Enfin, Max connaît ça bien mieux que moi. Mais là, je pense qu'on serait à hauteur d'égalité de moyens. Mais c'est dramatique de voir de jeunes agrégés qui estiment qu'il n'y a plus de sens à leur travail à l'hôpital public, compte tenu de la spirale dépressive dans laquelle s'enfonce l'hôpital. Il faut vraiment avoir la foi du charbonnier pour espérer prospérer. Donc là, le système est à bout de souffle. Je pense qu'on est à bout de cycle et que véritablement, il va falloir réformer en profondeur. Alors, est-ce qu'on peut y arriver avec 7 ministres en 2 ans? Eh oui, non, mais c'est la réalité contingente d'aujourd'hui. C'est dramatique. C'est dramatique. Quand un CHU, c'est comme un porte-avions. Quand le pacha donne l'ordre à la passerelle de changer le cap, il va continuer sur son air pendant une dizaine de milles avant qu'on commence à voir si ça bouge un petit peu. C'est plus possible. C'est plus possible.
Donc là, beaucoup d'espoir en l'intelligence artificielle pour régler tous les problèmes de rouage et de mécanique et faire en sorte que l'intelligence artificielle, pour moi, c'est le gage à l'hôpital que l'intelligence humaine va triompher. Bernard, je vais faire une réponse plus stricte, hein, et moins, bien sûr, moins en perspective, mais de façon assez précise. Pour un sujet que je connais un peu, au cours des 30 dernières années, je n'ai connu que 3 PUPH, qui sont partis au cours des 30 dernières années, qui sont partis de l'hôpital pour aller s'installer dans le privé. Il m'est arrivé de voir assez souvent des jeunes chefs qui hésitaient, et ils hésitaient parce qu'ils n'avaient pas de certitude sur l'avenir. Mais dès qu'ils avaient une certitude sur l'avenir, ils n'hésitaient plus. Ils restaient dans l'hôpital. Et sur les faibles exemples que j'ai, tu vois ce que c'est, 3 sur 30 ans à peu près, avec la population de PUPHK qui est quand même importante, et sur cela, je sais que ce qui les a motivés, c'est des problèmes d'organisation, d'écoute dans l'environnement où ils étaient, mais c'était vraiment pas des problèmes financiers. Ça a été sûrement la cerise sur le gâteau, mais ça l'était pas sûrement. Je vois que Jean-Michel a le micro. Jean-Michel Bruel avait demandé la parole avant, et je te la donne tout de suite après. Merci. Je voulais demander à Irène Georgescu et peut-être aussi à Philippe Domy, je voulais leur poser une question sur un indicateur. C'est à propos du bien-être au travail. C'est que dans les rapports que j'ai avec les représentants d'usagers et les usagers avec qui je travaille, je leur dis souvent, vous avez une 3e mission, c'est prendre soin des soignants. Parce que si aujourd'hui, les usagers ne prennent pas soin des soignants, ils vont à l'inverse de l'attractivité nécessaire au métier du soin. Et ma question, c'est, au début des années 2000, il s'est développé aux États-Unis, en particulier dans la chaîne de la Mayo Clinic, un indicateur qui s'appelait Magnet Hospital. Et ces hôpitaux magnétiques, c'était des hôpitaux dans lesquels le turnover du personnel, des professionnels de santé, notamment des personnels infirmiers, était plus bas que dans d'autres hôpitaux. Et on s'est aperçu que dans ces hôpitaux où le turnover était plus bas, la qualité et la sécurité des soins étaient plus élevées que dans les autres hôpitaux. Et ça impacte tout le monde, ça impacte les usagers et les professionnels. Ça veut dire que, concrètement, dans le bien-être au travail est un facteur de qualité et de sécurité des soins. Et je voulais savoir si ça pouvait intervenir dans les indicateurs que vous avez évoqués. Il y a un mémoire de fin d'études en école de cadre qui est en cours d'élaboration, qui s'est livré à un sondage sur plusieurs établissements. Et les bras m'en sont tombés quand j'ai vu le résultat selon lequel 37% des personnels soignants infirmiers étaient prêts à se mettre en démission silencieuse, le quiet quitting. Et pas pour des raisons liées au salaire, mais pour des raisons de perte de sens du travail. Et dans la perte de sens du travail, il y a la bureaucratisation du dispositif et il y a la relation avec les patients. Mais c'est un sondage, c'est pas... Mais je dirais que la logique serait que sur la base de ce type de travail, on réfléchisse dans les établissements, effectivement, à forger un indicateur de cette nature. Alors, les difficultés vécues avec les patients, on ne les connaît qu'au travers des déclarations d'événements indésirables. Mais là, il faut avoir vraiment chargé la barque pour qu'une difficulté relationnelle, quelle qu'en soit la nature, puisse faire l'objet d'une déclaration d'événements indésirables. Mais c'est effectivement un centre d'intérêt à cultiver. Oui. Je veux juste peut-être rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur Domy, et je vous rejoins pleinement. On se rend compte, et là je vais parler uniquement des avis patients non sollicités sur Google, ou sur les plateformes en ligne qui ne sont pas contrôlées par des établissements, où n'importe qui peut donner son avis, que généralement les feedbacks sont plutôt positifs. Les patients qui sont fidèles à leur médecin vont donner un feedback positif.
plus le feedback est long, plus le feedback est négatif, et le patient attend un retour du médecin. Si je sors du contexte hôpital public, ça veut dire aussi qu'un médecin libéral aujourd'hui, s'il n'est pas attentif à ce qui est dit sur lui, sur les réseaux sociaux, notamment sur Google, cela peut avoir un impact sur sa clientèle. Et on voit même, à contrario, de manière positive, que certains avis patients peuvent venir transformer la patientèle d'un médecin généraliste parce que certains patients ont identifié telle personne est très gentille, telle personne parle anglais, elle a une compétence spécifique, donc le médecin généraliste a de plus en plus de patients qui sont d'origine anglo-saxonne. Donc c'est un élément effectivement qui est important, et effectivement je vous rejoins sur le fait qu'à mon sens il y a le développement des PREMS et des PROMS sur l'expérience patient, et je me pose aujourd'hui la question, est-ce que la satisfaction du patient c'est vraiment l'élément le plus pertinent? Est-ce que ce ne serait pas la gratitude qui pourrait être un élément mobilisé comme un élément d'indicateur dans un établissement de santé? Non, c'est juste pour revenir sur la problématique du care, non pas vers les malades, mais vers les médecins, puisque c'est ce dont vous avez parlé. Il me semble que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les établissements de soins, surtout à l'hôpital, le client, c'est le malade. C'est complètement faux. Le client, c'est le médecin, parce que c'est lui qui apporte les malades. C'est la notoriété d'un service, de son équipe, de tout ce que va y mettre le chef de service, tout le personnel qui est autour, qui va faire que c'est attractif. Et c'est pareil pour le privé. C'est la disponibilité. Le privé n'a pas cette machine de guerre formidable qu'à l'hôpital, avec les titres, les professeurs, la recherche. C'est une aura magnifique. Il y a des ambassades quand même merveilleuses dans l'hospitalisation publique. Mais elles sont liées à ces équipes. Il y a moins ça dans le privé. Dans le privé, il y a la disponibilité qui remplace. Mais là où je pense que la gestion des établissements privés me semble supérieure à celle des établissements publics, c'est qu'il me semble que les établissements privés, à but lucratif ou non, c'est la même chose, ont plus de reconnaissance que leurs clients, ce sont quand même les médecins, que les malades, tandis qu'à l'hôpital, il me semble que j'ai rarement entendu publiquement, je pense que peut-être ça se fait dans la vie courante de tous les jours, mais j'ai rarement entendu l'administration hospitalière rendre hommage à ses soignants. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai rarement entendu, je ne dis pas que ça ne s'est pas fait, mais voilà. C'est-à-dire, le client, c'est celui qui apporte les malades. Après, nous sommes tous au service de la même chose, c'est-à-dire de la satisfaction des malades. Autrement, plus personne ne marche, ni le privé ni le public. En tant que directeur pragmatique, j'avais une maxime, je préfère perdre un malade qu'un médecin. Bien, je vous remercie tous. Je pense que cet échange a été intéressant. Merci pour ces très belles interventions. Je vous propose d'applaudir les intervenants.